Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Ils ont légué 400 millions à leur fille adorée, jusqu'à ce que le grand-père se lève et change tout. Pendant plus de 60 ans, le nom Whitmore résonnait dans les salons huppés du sud des États-Unis comme un symbole de tradition, d'élégance et de pouvoir. La famille, originaire d'Europe, avait bâti son empire pierre après pierre dans le cœur battant de Savannah, en Géorgie, ville de Magnolia, de secrets murmurés et d'héritages bien gardés. Tout avait commencé avec Harold Whitmore, un homme né en 1937, fils d'un vétéran de la guerre et d'une institutrice. Visionnaire et inflexible, Harold avait, dans les années 1960, transformé une petite entreprise de construction en un empire immobilier tentaculaire. Son flair pour les affaires, combiné à une rigueur quasi militaire, lui permit de conquérir les plus beaux quartiers résidentiels de Géorgie, d'investir dans les premières banques communautaires, et de financer de grandes fondations philanthropiques, notamment dans l'éducation et la santé. Le manoir Whitmore Hill, perché sur une colline surplombant la rivière Savannah, devint rapidement un symbole de cette réussite. Entouré de cyprès et de fontaines de marbre, le domaine accueillait politiciens, artistes, chefs d'État et grands noms de la finance. C'était là que se jouaient les alliances, que se formaient les carrières, que se perpétuaient les lignées. Harold avait un seul fils, Richard Whitmore, qu'il éleva dans une discipline stricte. Richard grandit entre les murs imposants du manoir, élevé par des gouvernantes anglaises, des précepteurs de Yale, et un père qui ne tolérait ni faiblesse ni médiocrité. Très tôt, il développa une vision pragmatique et méthodique du monde. À 25 ans, il reprenait déjà certains volets de l'entreprise familiale. À 35 ans, il fondait la Whitmore Capital Group, une société d'investissement internationale qui allait propulser l'empire familial vers de nouveaux sommets. Son mariage avec Eleanor Vanderbilt, issue elle-même d'une lignée aristocratique du Nord, fut autant une alliance stratégique qu'un véritable coup de foudre discret. Eleanor, élégante et brillante, apporta un raffinement certain à la famille. Elle modernisa les fondations caritatives, lança des bourses d'études pour les jeunes Afro-Américains défavorisés, et rénova entièrement la collection d'art du manoir. De cette union naquit leur fille unique, Emily Grace Whitmore. Dès sa naissance, Emily fut traitée comme une héritière de sang royal. Son berceau venait de Milan, sa nourrice de Suisse. Elle apprit le piano à 4 ans, le français à 6, la stratégie boursière à 11. À 17 ans, elle prononçait son premier discours public lors d'un gala pour enfants malades. À 22 ans, elle sortait diplômée d'Harvard avec les félicitations du jury. Mais sous son charme froid et sa diction parfaite, Emily avait hérité d'un tempérament de fer. Habituée à être la première en tout, elle tolérait mal la contradiction. Belle, charismatique, redoutable en affaires, elle gérait déjà les divisions philanthropiques et numériques du groupe familial. Elle dirigeait les réunions avec assurance, imposait sa vision, et faisait trembler les jeunes cadres trop sûrs d'eux. On l'appelait la princesse du manoir, non seulement pour son port altier, mais parce qu'elle agissait avec la certitude de celle qui sait que le royaume lui appartient. Mais derrière les dorures et les bals caritatifs, la vie n'était pas exempte d'ombre. Emily avait grandi dans un monde d'exigence absolue, où l'amour était souvent conditionné à la performance. Richard, bien qu'aimant, restait distant. Eleanor, elle, avait parfois tenté de briser la carapace, mais sans grand succès. Emily avait appris à avancer seule, avec froideur et excellence comme seule compagne. Puis, un matin de printemps, tout bascula. Le 25 avril, le jet privé de Richard et Eleanor, en route vers un sommet philanthropique à Sedona, Arizona, disparut des radars peu après son décollage. 3 heures plus tard, les secours retrouvèrent les débris dans un canyon. Aucun survivant. L'annonce fit l'effet d'une onde de choc à travers tout le pays. Les drapeaux de Savannah furent mis en berne. Les marchés réagirent. Les fondations suspendirent leurs activités. Mais dans l'enceinte glacée du manoir Whitmore, une autre mécanique s'enclenchait, celle de l'héritage. Emily, alors âgée de 30 ans, devint naturellement le centre de toutes les attentions. Le personnel, les avocats, les directeurs financiers, les journalistes. Elle s'imposa avec calme, reprenant le contrôle de l'entreprise dans un silence glacé. Elle ne montra aucune larme en public.
Elle déclara simplement, « Je poursuivrai leur œuvre. Je suis une Whitmore. » Tout le monde s'attendait à ce qu'elle reçoive l'ensemble de la fortune. Après tout, elle avait été formée pour cela. Préparée à cela. Destinée à cela. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'un homme, assis dans l'ombre depuis des années, allait se lever, et changer le cours de l'histoire. Le jour tant attendu était arrivé. Le cabinet Morgan et Blake, installé dans un immeuble historique du centre d'Atlanta, débordait d'une tension à peine contenue. Dans la salle principale, des moulures anciennes encadraient les hauts murs, et l'air conditionné peinait à masquer l'électricité palpable qui flottait dans la pièce. Des cousins éloignés, dont certains n'avaient pas vu Richard ou Eleanor depuis plus de 10 ans, étaient présents, bien coiffés, tirés à 4 épingles, arborant des sourires polis et des regards de vautours civilisés. D'anciens associés de Richard, des directeurs d'entreprises partenaires, des conseillers financiers, et 2 représentants de la Fondation Whitmore occupaient les autres sièges. À l'extérieur, une poignée de journalistes économiques attendaient, flairant une annonce spectaculaire. Après tout, 417 millions de dollars ne se transmettaient pas chaque jour. Au premier rang, Emily Whitmore dominait la pièce par sa seule présence. Vêtue d'un tailleur noir Armani sobre mais impeccable, ses cheveux bruns attachés en un chignon strict, elle tenait dans ses mains un carnet de notes en cuir noir sur lequel rien n'était écrit. Elle n'en avait pas besoin. Elle connaissait déjà le contenu du testament. Du moins, elle le pensait. Son regard ne sciait pas. Elle avait le visage fermé, presque sculptural, celui d'une femme sûre d'elle, dans le deuil, mais parfaitement maîtresse de son rôle. À ses côtés, Brett Monroe, son compagnon du moment, un promoteur opportuniste de Miami, faisait défiler son téléphone avec ennui, dissimulant mal son impatience. Il n'avait jamais réellement aimé Emily. Mais il aimait son nom, et surtout ce qui allait avec. Le silence se fit dans la pièce lorsque maître Charles Allen, notaire de la famille depuis plus de 3 décennies, entra. Un homme grisonnant à la diction impeccable, connu pour sa loyauté et sa discrétion. Il prit place derrière un pupitre en acajou, posa un dossier de cuir brun devant lui, l'ouvrit, ajusta ses lunettes, et parla avec gravité. « Nous voici réunis, selon les dernières volontés de Richard et Eleanor Whitmore. » Les yeux d'Emily restaient rivés sur lui. Elle connaissait la procédure. Elle l'avait étudiée à Harvard. Le testament serait lu. Puis enregistré. Et ensuite, elle prendrait les rênes officielles de tout ce qui lui revenait déjà officieusement depuis toujours. Maître Allen prit une profonde inspiration et lut. Nous, Richard Alexander Whitmore et Eleanor Grace Whitmore, dans notre pleine conscience, rédigeons ce testament comme notre volonté définitive et irrévocable. Nous laissons l'intégralité de notre patrimoine, estimé à 417 millions de dollars, à notre fille unique et bien-aimée, Emily Grace Whitmore. Un murmure parcourut la salle. Quelques hochements de tête approbateurs, quelques regards résignés. C'était attendu. Prévisible. Emily esquissa un léger sourire, presque imperceptible, un coin de lèvres levé. Un sourire froid, teinté d'une supériorité tranquille. Elle tourna une page imaginaire de son carnet, prête à entamer ce nouveau chapitre de son règne. Mais à ce moment précis, une voix fendue par l'âge mais encore ferme se fit entendre depuis le fond de la pièce. Ce testament n'est plus valable. La voix coupa net tous les souffles. Toutes les têtes se tournèrent. Lentement, comme dans une scène au ralenti. Là, dans un coin que l'on avait presque oublié, assis jusqu'alors dans un fauteuil roulant d'acajou, se tenait Harold Whitmore, 86 ans, fondateur de l'Empire, père de Richard, doyen redouté et silencieux du clan. Certains pensaient qu'il avait perdu la parole. D'autres qu'il ne faisait plus attention à rien, perdu dans les brumes de la vieillesse. Mais ce jour-là, Harold se leva. Son corps tremblait, mais son regard était intact. Tranchant. Lucide. Des yeux d'acier bleu, les mêmes que portait son fils autrefois, et que sa petite-fille n'avait jamais vraiment su lire. Ses mains ridées tenaient une enveloppe cachetée d'un sceau notarial différent, aux initiales bien visibles, J.T. Kessler, une autre étude basée à Savannah. Harold fit un pas. Puis un autre, lentement. Tous le regardaient sans oser parler. Même Emily. Même Maître Allen, qui fronça les sourcils,
visiblement troublé. La voix d'Harold, bien que rauque, fendit à nouveau le silence. Avant de mourir, mon fils est venu me voir. C'était une nuit pluvieuse. Il avait les traits tirés. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas partir sans avoir soulagé sa conscience. Il m'a confié un poids qu'il portait depuis des années. Maître Allen prit l'enveloppe tendue par Harold avec une main hésitante. Il la tourna entre ses doigts, scrutant le sceau d'un œil expert. Le cachet rouge portait les initiales de maître John T. Kessler, notaire de renom basé à Savannah, connu pour sa rigueur implacable. Allen leva les yeux vers Harold, comme pour lui demander silencieusement « Es-tu sûr ?» Harold acquiesça d'un simple mouvement de tête. Il n'avait pas l'air d'un vieillard fragile à cet instant, mais d'un juge ancestral, porteur d'un verdict scellé dans les silences du passé. Allen brisa le sceau. Le froissement du papier sembla résonner dans toute la pièce, comme un tonnerre dans une cathédrale. L'atmosphère se fit plus lourde, saturée de tension. Même Brett, le compagnon désinvolte d'Emily, arrêta de pianoter sur son téléphone. Les visages s'allongèrent, les souffles furent suspendus. Le notaire lut les premières lignes pour lui-même. Son front se plissa, ses mains tremblèrent légèrement. Puis, d'une voix tendue, il annonça. Il s'agit d'un addendum officiel au testament, signé et enregistré 4 semaines avant l'accident. En présence d'un officier légal, d'un témoin indépendant, et certifié par maître Kessler. Un murmure parcourut la salle. Puis, il commença à lire à voix haute. En tant qu'unique père et dépositaire de l'héritage moral et financier des Whitmore, moi, Harold Alexander Whitmore, en concertation avec mon fils Richard et son épouse Eleanor, valide par la présente les dispositions suivantes concernant la répartition de la succession familiale, estimée à 417 millions de dollars. 1. 40%, 40%, de la fortune reviendront à Emily Grace Whitmore, notre fille chérie, formée depuis toujours à porter le flambeau de notre nom. 2. 40%, 40%, seront transférés à la Fondation Lucas, œuvre caritative à vocation éducative et sociale, créée à la mémoire de Lucas Whitmore, premier fils de Richard, tragiquement décédé à l'âge de 12 ans. 3. 20%, 20%, seront remis à James Carter, reconnu dans ce document comme le fils biologique de Richard Whitmore, né d'une liaison hors mariage en 1993, et porteur du même sang, du même héritage, et des mêmes droits. Le choc fut immédiat. Une onde de stupeur balaya la salle. Un cri déchira le silence. « QOI » hurla Emily, en se levant si brutalement que sa chaise bascula derrière elle. Son visage, d'ordinaire si parfaitement maîtrisé, était méconnaissable. Les traits crispés par la colère, les yeux écarquillés, elle balaya la salle du regard, comme pour chercher un complice, une explication, une échappatoire. C'est une erreur. Une absurdité. Un faux, s'écria-t-elle. Qui est James Carter ? Un silence glacial lui répondit. Puis, dans un coin discret de la pièce, un jeune homme se leva. Il était là depuis le début, presque invisible dans la foule. Grand, mince, sobrement vêtu d'une chemise grise et d'un pantalon noir, il avait un visage calme, les traits doux mais tendus par l'émotion. Ses yeux, sombres et profonds, fixèrent Emily avec une pudeur désarmante. Il s'avança lentement, ses pas résonnant sur le parquet ciré. Il s'arrêta à quelques mètres d'elle, croisa brièvement le regard du patriarche Harold, qui acquiesça doucement, puis tourna ses yeux vers Emily et dit d'une voix calme mais rassurée. « Bonjour Emily. Je suis ton demi-frère. » Un souffle se coupa. Le sol sembla se dérober sous les pieds de certains. Emily recula d'un pas. La couleur avait quitté son visage. Non. Ce n'est pas possible. C'est une manipulation. Mon père n'aurait jamais. Richard Whitmore avait toujours été perçu comme un homme d'honneur, intègre en affaires, loyal dans ses relations, profondément attaché à sa famille. Pour le monde extérieur, c'était un époux fidèle et un père exemplaire. Mais, comme souvent dans les grandes familles où l'image prime sur l'humain, la vérité vivait à l'ombre. Ce que peu savait pas même Emily, c'est que Richard, dans les premières années de son mariage avec Eleanor, avait traversé une période de doute. Eleanor était alors absorbée par ses engagements sociaux et leur vie conjugale, bien qu'élégante, s'était faite distante.
C'est à cette époque qu'il avait croisé Angela Carter, une jeune infirmière afro-américaine travaillant dans une clinique communautaire que la Fondation Whitmore soutenait. Angela était belle, vive, franche, sans la moindre trace de calcul ou d'obséquiosité. Elle ne venait pas du même monde, et c'est justement ce qui avait attiré Richard. Leur relation avait été brève, mais profondément sincère, à l'abri des projecteurs. Elle n'était ni une aventure de passage ni un caprice de riche. C'était une rencontre d'âmes dans un monde trop codifié pour les comprendre. De cette liaison naquit James, en juillet 1993. Angela, digne et indépendante, ne réclama jamais rien. Elle éleva son fils seule, refusant toute pitié, toute charité visible. Mais Richard, déchiré entre devoir et sentiment, assuma ses responsabilités de l'ombre. Il ouvrit un compte au nom d'Angela pour couvrir les frais médicaux, finança discrètement l'école privée de James, et, parfois, le rencontrait brièvement sous de faux prétextes. Toujours loin du regard de la presse, et surtout loin d'Eleanor et d'Emily. James Carter, élevé dans un quartier modeste d'Atlanta, grandit sans jamais porter le nom de son père, mais avec sa force et sa droiture. Il savait qu'il était différent, que sa mère cachait un chagrin ancien, un amour trahi, mais elle ne parla jamais mal de Richard. Elle lui disait seulement: « Ton père est quelqu'un de bien. Mais son monde est fait de murs. Toi, tu es né pour construire des ponts. » James travailla dur, obtint une bourse complète pour Stanford, puis un MBA à Columbia. Il n'était jamais entré dans le monde Whitmore, mais le sang parlait, et le regard perçant de Richard, il l'avait hérité. 2 semaines avant le crash, Richard était venu voir son père Harold, au manoir ancestral. Ce soir-là, il avait l'air vieilli, comme si un poids l'écrasait depuis trop longtemps. « Papa, je n'ai pas été un homme parfait. Mais je veux mourir propre. Je veux que mon fils, mon autre fils, ait sa place. Il ne veut rien. Mais je veux qu'il ait ce qu'il mérite. » Harold, homme d'une autre époque, avait longtemps gardé des opinions rigides sur l'héritage et la légitimité. Mais face au regard de son fils, il comprit que la justice ne se mesure pas au sang, mais au courage de le reconnaître. C'est lui qui avait organisé la rencontre avec Maître Kessler, fait rédiger les documents, ordonné un test ADN pour officialiser ce que personne n'osait dire à voix haute. Il savait que cela briserait l'ordre établi. Mais à ses yeux, c'était le dernier acte d'honneur d'une dynastie en déclin. Lorsque Maître Allen confirma l'identité de James, les preuves étaient irréfutables. Certificat notarié. ADN signé par 2 laboratoires. Déclaration de témoins. Même une lettre manuscrite de Richard adressée à James, jamais envoyée, fut lue devant la salle. « Tu es mon fils. Tu n'as jamais été une erreur. Le seul tort, c'est le silence. Un jour, le monde saura. Et j'espère qu'il t'accueillera comme je l'aurais dû. » Emily, déjà debout, tremblait de rage. « C'est une imposture. » cria-t-elle. Un coup monté. Une manipulation honteuse. Ce garçon n'a rien à faire ici. Ce n'est pas un Whitmore. Mais ces mots sonnaient creux, face à la vague de vérité qu'elle ne pouvait plus repousser. Maître Allen posa calmement les papiers sur la table. Le nom Carter figurera désormais dans l'arbre généalogique officiel des Whitmore. Signé et scellé. La loi est claire. Et votre père l'était aussi. Emily sentit le sol se dérober sous elle. Pour la première fois de sa vie, elle n'avait pas le contrôle. Le regard de James croisa le sien. Il n'y avait ni triomphe, ni revanche. Seulement une tristesse calme. Il ne venait pas voler son trône. Il venait prendre sa place légitime. Les semaines qui suivirent la révélation furent un véritable séisme médiatique et juridique. Les tabloïds s'emparèrent de l'affaire comme d'une série dramatique en direct. Tous les ingrédients étaient là: argent, héritage, adultère, secret de famille, rivalité, trahison. La presse titrait avec appétit. Héritier caché, l'autre fils de Richard Whitmore sort de l'ombre. Sans mêlée, fortune divisée, James Carter, l'héritier oublié. Et le plus cruel pour Emily, la princesse détrônée, New York Herald. Emily, fidèle à sa réputation, n'accepta pas la défaite sans se battre. Entourée de ses avocats les plus prestigieux,
elle intenta une action en justice pour contester la légitimité de l'amendement au testament. Elle tenta d'arguer d'une pression psychologique sur son grand-père, de falsification, de manipulation par James. Mais les preuves étaient implacables, les signatures étaient authentiques, les vidéos d'enregistrement chez le notaire Kessler montraient un Harold lucide, maître de ses propos. L'ADN parlait pour lui. Et la lettre de Richard, lue une nouvelle fois à l'audience, scella le jugement dans l'esprit du public. James est mon fils. Il n'a pas choisi les circonstances de sa naissance. Mais il mérite un nom, une part, un avenir. Le verdict fut sans appel, James Carter reçut les 20% de l'héritage, soit environ 83 millions de dollars, tandis que la fondation Lucas oubliée depuis des années fut réactivée, avec James et un ancien bras droit de Richard comme co-directeur. Pour Emily, la chute fut plus sociale que financière, mais douloureuse à tous les niveaux. Certaines figures historiques du groupe Whitmore Consultants, partenaires bancaires, mécènes commencèrent à se détourner d'elle. Non pas par trahison, mais parce qu'ils sentaient qu'un vent nouveau soufflait. Le monde avait changé. L'époque applaudissait les narratifs de résilience, d'authenticité, d'ouverture. James incarnait cela. Humble, discret, profondément humain, il refusa les plateaux télé, déclina les couvertures de magazines, et se concentra sur le travail de terrain. Il visita les quartiers défavorisés d'Atlanta, relança des bourses scolaires oubliées, créa un incubateur de start-up sociales dans le nom de Lucas, le demi-frère qu'il n'avait jamais connu. Emily, elle, tenta de faire bonne figure. Elle garda sa place au sein du conseil de direction, restructura les branches financières du groupe, et afficha une façade polie lors des événements officiels. Mais l'aura d'intouchable qu'elle avait toujours portée comme une couronne, s'était brisée. Durant ces mois de tumulte, Harold Whitmore s'affaiblissait. Cloué au lit, entre des séances d'oxygène et de lucidité décroissante, il reçut un soir la visite simultanée de James et Emily. Ils ne se parlèrent pas. Ils s'assirent chacun d'un côté du lit. Harold les regarda, le regard brisé par le temps, mais encore traversé de cette clarté qui faisait trembler les générations. Ce que j'ai fait, n'était pas pour punir Emily, mais pour libérer notre nom, du mensonge. Il toussa. Puis ajouta, presque en chuchotant. Un nom n'a de valeur, que s'il peut être porté sans honte. Ce furent ses derniers mots enregistrés. Le temps fit son œuvre. James Carter, fort de sa part d'héritage mais fidèle à ses valeurs, devint un entrepreneur social respecté. Il lança des projets de logements accessibles, investit dans l'éducation numérique dans les zones rurales, et fut décoré par le gouverneur pour son impact communautaire. Il resta discret, refusant toujours d'utiliser le nom Whitmore publiquement. Son identité, il l'avait forgée à travers la douleur, pas par le blason. Emily, elle, reprit progressivement le contrôle opérationnel du Whitmore Group, mais jamais plus avec la même autorité symbolique. Elle conserva le respect des actionnaires, mais le peuple l'avait oublié au profit d'un homme qui n'avait jamais voulu briller. Entre eux, la relation resta glaciale, mais polie. Ils se parlaient lors des conseils, échangeaient des emails laconiques, signaient ensemble certains documents. Ils n'étaient ni ennemis, ni frères et sœurs. Juste, deux visages d'un même héritage, divisés par le silence des hommes. Des années plus tard, dans un salon rénové du manoir Whitmore, un nouveau portrait fut accroché, juste à côté de celui d'Harold jeune. Il représentait Richard Whitmore, debout, les mains sur les épaules de deux jeunes adultes, Emily à gauche, en tailleur noir, James à droite, en chemise ouverte. L'œuvre avait été commandée par la Fondation Lucas. Sous le cadre en acajou, une plaque gravée portait une simple inscription. À la mémoire de ceux qui ont porté la vérité, même quand elle dérangeait l'ordre. Et dans le silence boisé du manoir ancestral, les murs semblaient enfin respirer.